Moi, aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler... Attendez, je vais juste... OK. Je vais vous parler de comment, dans le fond, l'environnement organisationnel et institutionnel, les règles, les normes, les lois, peuvent influencer, dans le fond, le développement des collaborations autour d'enjeux de réussite scolaire. Je vais d'abord peut-être vous présenter brièvement ma démarche conceptuelle puis méthodologique, donc d'où proviennent les données que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis je vais essayer de passer le plus de temps de ma présentation là, sur des résultats de recherche. Donc, mon projet, dans le fond, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça part de l'idée qu'il y a plusieurs enjeux de réussite scolaire autour desquels on veut pouvoir collaborer pour trouver des solutions, d'une part, pour les jeunes qui sont notamment en situation de placement. Puis, il y a aussi beaucoup d'enjeux scolaires. Ce qu'on remarque quand on regarde les déterminants, c'est qu'ils nécessitent l'action, finalement, de plusieurs personnes, que ça ne relève pas seulement du scolaire. Et je vous mets ici là, quelques exemples d'enjeux dans le bas, comme les changements d'école plutôt systématiques lors d'une situation de placement, l'absentéisme scolaire fréquent, les attentes qu'on a envers les jeunes sur la poursuite d'études, les communications entre intervenants, l'implication des parents. Donc ça, ce sont tous des enjeux de réussite scolaire autour desquels on peut vouloir collaborer. Donc, ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de voir, dans le fond, comment se développe la collaboration, comment on arrive à trouver des solutions ou à agir ensemble sur ces enjeux-là. Puis pour faire ça, dans le fond, moi, j'utilise le processus de collaboration, puis on peut regarder comme quatre étapes, 4 moments, 4 concepts. Donc, on peut regarder autour des enjeux de réussite scolaire, mais la problématisation, c'est-à-dire comment ces enjeux-là de réussite scolaire sont définis par différents acteurs. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne font pas toujours l'unanimité. Hein? Les gens ne sont pas toujours d'accord sur est-ce que les changements d'école, par exemple, c'est un problème ou pas. Fait qu'on peut regarder les controverses, c'est-à-dire les positions des différentes personnes, des éducateurs, des enseignants, des gestionnaires sur ces questions-là. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est la capacité des personnes à en intéresser d'autres, à en mobiliser d'autres pour trouver un certain consensus, puis développer des pratiques, puis des solutions qui vont nous permettre d'agir sur ces enjeux-là de réussite scolaire. Finalement, le dernier concept que j'utilise, c'est l'enrôlement, dans le fond, des pratiques ou des solutions qu'on a trouvées ensemble. Est-ce qu'on arrive à les mettre en œuvre de façon pérenne, ce qu'on a développé? Finalement, pour la présentation d'aujourd'hui, dans le fond, je vais concentrer ce que je vais présenter sur comment l'environnement organisationnel puis institutionnel influence ces différentes étapes-là. Les résultats que je vais vous présenter, en fait, ils sont issus de ma thèse de doctorat, en 2018. Puis, ce que j'ai fait, en fait, c'est une étude de cas intrinsèque, donc approfondie, des collaborations entre un centre de réadaptation pour adolescents au Québec, puis une école de CIP, donc une école qui est conjointe. Puis, j'ai analysé comment, dans le temps, se sont développées les collaborations autour de différents enjeux de réussite scolaire. Pour faire ça, j'ai analysé une centaine de documents qui ont été produits par les deux organisations, donc des comptes rendus, des rapports, des guides de pratique qui ont été développés entre 2007 et 2017. Puis, j'ai réalisé 24 entretiens là, auprès de gestionnaires, de jeunes, d'enseignants, d'éducateurs, puis de professionnels, notamment des travailleurs sociaux, pour venir complémenter ça. Puis, j'ai aussi participé j'ai aussi fait des observations, en fait, de comités conjoints. Donc, dans l'organisation que j'ai étudiée, il y avait un comité qui impliquait la direction d'école et un chef de service de la réadaptation qui coordonnait le comité, puis des enseignants et des éducateurs, donc un représentant par unité. Donc, j'ai analysé ce qui se discutait aussi dans ces comités-là. Je vais vous présenter, dans le fond, aujourd'hui, je pourrais vous parler de plusieurs enjeux de réussite scolaire. J'en ai sélectionné 4 pour ma présentation. Donc, le premier, c'est l'enjeu de communication entre les enseignants et les éducateurs, puis l'accompagnement en classe par ces personnes-là. Pourquoi c'était considéré comme un problème? Dans le fond, ce qui avait été mis... ce qui avait été discuté, c'est que les pratiques, ce que les gestionnaires constataient, en fait, c'est qu'il y avait probablement des pratiques en silo. Là, on y va avec, ça fait un peu caricatural, mais dans le fond, puis ces pratiques-là en stylo, ce que ça faisait, c'est que les enseignants, des fois, avaient de la difficulté à créer une relation avec l'élève parce qu'il n'y avait pas assez d'informations, ne connaissant pas ou peu les profils des jeunes, leurs intérêts, puis tout ça. Bien, ça venait difficile, c'est difficile en fait pour les enseignants de créer un lien
avec des jeunes pour qui ou avec qui c'est parfois difficile, vu leur passé, là, de créer un lien. Ce que ça faisait aussi, c'est que les interventions des enseignants étaient des fois basées sur des informations en fait partielles en lien avec le profil du jeune. Puis, du côté de la réadaptation, ce qui était réalisé, c'est que finalement, les jeunes passent quand même 25 heures par semaine à l'école, puis que la séparation en classe des tâches était assez, justement, divisée, que l'enseignant enseignait, puis que l'éducateur, finalement, gérait beaucoup la discipline, les retraits, les exclusions, mais faisait finalement peu de réadaptation ou amenait peu les interventions là, de réadaptation en classe. Donc, ça, c'est ce qui amenait le problème initial. Ensuite, quand les gens se questionnaient, parce qu'il y a eu un regroupement autour de ça, ce qu'on réalisait, c'est que finalement, il y avait une grande rotation puis une instabilité des éducateurs qui allaient en classe. Ce n'était pas toujours les mêmes éducateurs des unités qui se rendaient en classe, puis il y avait un grand roulement de personnel aussi. Puis ça, ce que ça faisait, le roulement de personnel, ce que ça fait encore d'ailleurs, le roulement de personnel, ben ça rend encore plus difficile le partage d'informations, parce que les enjeux, c'est finalement ce que les gens nous disaient, autant les enseignants que les éducateurs, c'est plus on se connaît, plus on se fait confiance, plus on ose partager des informations qui, soit dit en passant, ne sont pas nécessairement confidentielles, simplement des informations qui peuvent soutenir les interventions. Donc, ça, c'est ce qui était problématisé. Puis, suite à ça, les organisations, les directions des deux organisations ont décidé de faire une démarche conjointe, en fait, d'organiser vraiment une consultation puis de regrouper les éducateurs et les enseignants pour discuter de la situation, développer des pratiques. Ils ont également mis sur pied le comité conjoint dont je vous parlais tout à l'heure. Puis, ils ont reçu un financement ministériel pour 3 ans pour libérer aussi les intervenants. Ça, ce que ça a permis de faire, bien, en fait, ça a permis de rassembler les gens autour de la question, puis de se dire, bon, OK, maintenant qu'on connaît le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer des solutions? Fait qu'ils ont quand même développé plusieurs pratiques à mettre en place, puis ce qui a aidé à enrôler ces pratiques-là, quand on regarde la 3e case, ben, ça a été un peu la formalisation de ces pratiques-là. Ils ont fait vraiment un lancement d'un guide, ils ont organisé un gros événement pour les deux organisations, puis ça a vraiment aidé à la sensibilisation. Ils ont créé une formation intersectorielle, si on veut, pour les nouveaux enseignants et les nouveaux éducateurs qui suivaient une formation conjointe pour justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme pratique pour partager l'information, comment ça peut être quoi le rôle de l'éducateur en classe durant le temps de classe. Puis pour faciliter aussi l'enrôlement des pratiques, il y a eu un accompagnement puis des rappels par les chefs de service puis les directions d'école. Ça aussi, ça a aidé à soutenir la mise en œuvre de ces pratiques-là. Ça relève tout de l'organisation, si on veut. Là, quand on continue, ce qui est intéressant de regarder ça dans le temps, c'est qu'autour de 2015 et 2017, ce que les intervenants disent, puis qu'on regarde ce qui est discuté dans le cadre du comité conjoint, c'est que finalement, le problème initial revient. On est encore à des pratiques en silo, un peu un retour en arrière, parce qu'on a développé des pratiques, mais qui étaient intéressantes et pertinentes, mais qui n'ont pas nécessairement adressé les enjeux organisationnels là, d'instabilité à la base. Que lorsqu'il y a eu le projet de loi 10, en fait, il y a eu une certaine centralisation des formations au 6. Ça fait en sorte que la formation intersectorielle n'a pas eu lieu pendant quelques années de suite. Puis que le soutien qui était offert par les chefs de service, finalement, était réduit parce que leur mandat dans l'organisation que j'ai étudiée a doublé. Les chefs du centre de réadaptation sont passés de la prise en charge d'une unité à 2. Leur mandat a quand même doublé. Qu'est-ce qu'il y a de positif qu'on peut quand même retenir là-dedans aussi? Bien, c'est que la mise en place finalement du comité conjoint, le fait que ça a été maintenu dans le temps, bien, ça a permis à l'organisation de se rendre compte qu'il y avait un certain recul sur les pratiques. Donc, ce que ça permet, c'est quand même de s'adapter. Oui, on a un certain recul, mais le fait qu'on ait un espace pour en parler, bien, ça fait en sorte qu'on a espoir que les choses puissent se replacer. Je vais maintenant parler du deuxième enjeu sur les 4 de réussite scolaire dont je voulais vous parler. C'est, dans le fond, la place de l'école puis les attentes qu'on a en lien avec les jeunes. C'était problématisé parce que d'un côté, il y avait des enseignants qui disaient, des enseignants et des jeunes, en fond, que l'école, ça devait être quand même valorisé, qu'il y avait l'impression que c'était peut-être pas valorisé à son maximum dans le contexte d'un placement en centre de réadaptation. Puis pour les enseignants, bien, ils se disaient que les apprentissages, même si on ne parle pas de qualification ou quoi que ce soit, peu importe les apprentissages qui sont faits, mais ça va être un levier pour le jeune, peu importe. Puis là, de l'autre côté, quand on regarde du point de vue de la réadaptation, ce que les gens me racontaient, puis finalement, ce qui ressortait, c'est que oui, ils se rendaient compte eux-mêmes, puis dans beaucoup d'extraits que j'ai, on me dit
l'école, c'est secondaire. Mais quand on creuse un peu plus dans les explications données par les gens, on se rend compte que c'est beaucoup des composantes de l'environnement dans lequel ils sont qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas valoriser l'école à son plein potentiel. Là, je vous donne quelques exemples en lien avec ça. Des éducateurs qui mentionnaient la difficulté à faire sens d'un projet scolaire pour un jeune qui arrive avec beaucoup de retard, qui a 15, 16, 17 ans, puis qui est encore en secondaire 1, par exemple. Donc, de la difficulté à voir ou à connaître, en fait, peu de connaissances peut-être des programmes ou des possibilités offertes par le milieu de l'éducation, dans le fond, pour aider le jeune à se projeter là, dans la sphère scolaire. Un autre aspect, c'est les normes. Puis ça, il y a d'autres recherches qui l'ont documenté aussi. Le fait que tous les jeunes, dans le fond, il y a beaucoup de jeunes, en fait, là, ont des grandes difficultés scolaires et soient regroupés, ça fait que les intervenants ont peu d'exemples de réussite aussi à partager, puis pour projeter vers le haut les jeunes. Donc, ça venait encore une fois influencer des fois le type de parcours qu'on propose, des formations de cours ou l'orientation vers le travail. Puis l'autre aspect important qui revenait, pour lequel les intervenants finalement privilégiaient parfois l'orientation vers le marché du travail plutôt que la poursuite des études, c'est le fait que la fin de la protection de la jeunesse se termine, la fin de la prise en charge arrive à 18 ans. Les intervenants, ce qu'ils me racontaient, c'est je préfère qu'il aille prendre une certaine expérience sur le marché du travail, il reprendra ses études plus tard s'il veut, mais là, il va être bientôt dans la vraie vie, alors il doit se pratiquer. Donc, ces impératifs-là d'autonomie, ils font en sorte que des fois, on ne choisit pas la voie de l'école, on choisit celle du marché du travail, malgré le fait que quand on regarde d'autres études, on sait que les emplois que les jeunes vont avoir vers cet âge-là sont assez précaires, puis il y a peu de chances qu'ils poursuivent dans cette voie-là après. Donc, voilà. En lien avec ça, j'ai mis différentes possibilités. Ce qui est intéressant, par le fait que ça provient de l'environnement, ce qui est intéressant, c'est que l'environnement, dans un sens, c'est modifiable. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, là, augmenter les connaissances des parcours scolaires, discuter de réussite scolaire versus éducative. On peut se poser la question de, comme société, on a fait le choix de scolariser les jeunes en situation de handicap jusqu'à 21 ans, de se dire qu'on va les amener le plus loin possible jusqu'à 21 ans. Pourtant, pour les jeunes en situation de placement, en centre de réadaptation, on choisit la voie du marché du travail. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là aussi qui pourrait être discuté, promouvoir des histoires de réussite pour essayer de montrer les attentes vers le haut, puis évidemment la prolongation des services. Donc voilà. Un autre enjeu qui était problématisé, je ne passerai pas beaucoup de temps, mais c'est les changements d'école. Dans le fond, pour certains, c'était problématisé, c'était vu comme problématique pour les travailleurs sociaux, pour les jeunes, pour les enseignants, les travailleurs sociaux et des jeunes qui voulaient être maintenus dans leur communauté, qu'il n'y ait pas des ruptures dans toutes les sphères. Parce que ce qu'on réalise, c'est que finalement, lors d'un placement en centre de réadaptation, notamment pour les adolescents, le transfert vers une école spécialisée ou l'école de site est quasiment automatique. Mais beaucoup de jeunes, puis des travailleurs sociaux considèrent que ça serait peut-être bien, si c'est possible, de maintenir des liens dans la communauté. Un autre risque aussi qui ressortait de la part des enseignants, c'est l'idée puis des jeunes aussi qu'ils mentionnaient, de limiter les risques de rupture dans les cheminements des jeunes. Un jeune me racontait en entrevue qu'il a dû, lui et sa mère ont dû se battre pour faire reconnaître les heures de stage qu'il avait faites avant son placement en centre de réadaptation pour être sûr de pouvoir obtenir sa qualification avant la fin de l'année. Des enseignants mentionnaient que des jeunes étaient en risque d'échec parce qu'ils allaient retourner dans leur milieu vers la fin de l'année scolaire, puis que finalement, il y avait un gros risque qu'ils ne se présentent pas aux examens de fin d'année ou qu'ils ne soient pas réinscrits dans une école. Du coup, ça compromettait leur cheminement scolaire. Après, quand on regarde aussi, dans le fond, pourquoi finalement les changements d'école sont quasiment automatiques, encore une fois, ça relève beaucoup de l'environnement, du contexte organisationnel puis institutionnel du centre de réadaptation. Les éducateurs puis les gestionnaires que j'ai rencontrés, ce qui me racontaient comment la prise de décision se fait pour le changement d'école quasiment automatique, c'est parce que c'est lié à des contraintes financières puis logistiques. On n'a pas les moyens de faire en sorte de surveiller le jeune quand il est à l'extérieur, qu'il y a une école externe, le temps de transport, la gestion des exclusions, si jamais il est exclu de son école qui est à l'extérieur du centre, comment on va organiser cette logistique-là? Si le jeune va à l'école à l'extérieur, ça fait que dans l'unité de vie, ça amène une complexité d'horaire, puis ça prend plus de personnes pour travailler, plus d'intervenants qu'on n'a pas. Donc, c'est beaucoup finalement, quand on réalise comment se prend la prise de décision autour des changements d'école, on réalise que c'est beaucoup influencé, en fait, par le contexte de travail puis l'environnement institutionnel.
Finalement, ça va être le dernier enjeu là, que je vous présente, c'est l'influence de l'environnement aussi sur les relations entre les enseignants et d'autres professionnels, notamment psychologues, intervenants en toxicomanie, chefs de service, travailleurs sociaux. Ce que les gens, notamment les enseignants, me racontaient quand on regarde l'enrôlement, c'est qu'il y avait avant un certain partage d'informations informelles parce qu'il y avait une proximité. Ils avaient des contacts. L'école avant était située vraiment dans la même bâtisse que le centre de réadaptation. Il y avait une certaine proximité, ils se croisaient. Puis dans le respect de la confidentialité, mais ils pouvaient partager quand même des informations qui faisaient en sorte que les enseignants pouvaient faire des interventions adaptées. Puis de l'autre part, en fait, les professionnels pouvaient recevoir les observations des enseignants qui côtoient quand même les jeunes 25 heures par semaine. Puis ensuite, dans le fond, autant les enseignants que les travailleurs sociaux et les chefs de service ont problématisé vers 2015 jusqu'à 2017, dans le fond, une réduction de ces communications-là informelles, puis de la mobilisation aussi des enseignants pour participer à des plans individualisés intersectoriels, par exemple. Puis, quand on regarde ça, bien, il y a, oui, le déménagement physique des lieux qui fait en sorte que les gens se côtoient moins, mais il y a aussi beaucoup la charge de travail, finalement, celle des chefs de service qui a changé, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a augmenté, la charge des travailleurs sociaux, comme Mélanie l'expliquait très bien tout à l'heure aussi. Puis, s'ajoute à ça aussi le fait que les travailleurs sociaux mentionnent que, bien, avec toute cette charge de travail-là, puis la reddition de compte qu'ils ont à rendre, le type de reddition de compte qu'ils ont à rendre, finalement, est en lien beaucoup avec les motifs de placement, bien, ça fait qu'ils se concentrent sur leur mandat sectoriel et peu sur les collaborations intersectorielles, finalement. Puis à ça s'ajoutent des enjeux que l'on retrouve un peu partout, là, de disponibilité et parfois de confidentialité. Puis ce que ça fait, ça, en fait, c'est que ça amène un risque d'intervention basé sur des informations partielles ou erronées. Je vous ai mis ici l'extrait d'une enseignante qui nous dit, bien, des pistes, on a moins ça aujourd'hui. Les informations qu'on a, c'est plus des j'ai entendu dire. Puis ça, bien, c'est extrêmement notif des préjugés ou des jugements. Elle dit qu'elle entend, par exemple, dans la salle des profs, lui, je suis sûre qu'aujourd'hui, il est en consommation. Ben là, elle dit ça, c'est nocif parce que ces informations-là, elles ne sont pas officielles, ça ne part pas des bonnes personnes, ça circule. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient biaiser notre perception du jeune puis la manière dont on intervient avec lui. Donc, elle dit que maintenant, elle trouve ça dangereux, ces oui-dire-là, tandis que si elle avait un contact, par exemple, avec l'intervenant en toxicomanie qui lui dit simplement « le lundi, c'est sûr qu'il n'est pas en état », ben, elle dit ben, « lui, je vais le croire ici, puis je vais adapter mon intervention ». Cela dit, on peut penser qu'il y a des modifications qui pourraient être intéressantes, c'est de repenser comment physiquement sont placés les différents intervenants, puis de revoir aussi évidemment les charges de travail qui actuellement sont tellement grandes qui mettent l'emphase sur les priorités sectorielles, tandis qu'il serait important de reconnaître le temps nécessaire aux relations informelles puis intersectorielles qui permettent vraiment des interventions adaptées auprès des jeunes, de répondre à leurs besoins. Puis voilà. Donc, en conclusion, je pense que ce que je voulais faire ressortir de la présentation, c'est que quand j'analyse, parce que je suis allée dans ma tête, c'est beaucoup plus large que simplement l'environnement organisationnel et institutionnel, mais je pense que quand on le regarde comme ça avec cette lunette-là, on réalise que l'environnement a vraiment une influence là, sur les pratiques, les choix qu'on fait comme intervenant, comme gestionnaire, puis par conséquent sur les interventions qu'on fait auprès des jeunes, sur leur parcours, puis éventuellement ici, dans ce que j'ai ici, sur leur réussite scolaire. Mais on peut rester, j'ai envie de dire qu'on peut rester positif parce que comme l'environnement, ben, c'est un contexte modifiable, ben, on peut continuer à travailler là, à l'améliorer. Voilà. Donc, merci.